C'est pas du tout une OP. Je te l'ai donné le nom de la musique. Tout va bien. Bon. 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 Bon, je bois l'eau des bourgeois, peut-être. C'est planquette. C'est de la planquette, ouais. J'aime bien l'eau pétillante, ouais. Bon. Bah, on dirait qu'Emmanuel Macron a envie de faire un référendum. Tiens donc. Des référendums, peut-être, mais... Je devrais vraiment, vraiment, j'allais dire jouer au loto, mais non, parce que je devine pas dans le jeu au loto. Macron est beaucoup plus prévisible que n'importe quel jeu de hasard. Il a pas dans son génie, comme on l'entend depuis 7 ans. Alors, c'est sûr qu'avant on connaissait pas le bonhomme, donc on sait pas de quoi il était capable, mais il y a des grilles de lecture assez faciles, je trouve, concernant Emmanuel Macron. Il se trouve qu'effectivement, faut pas se poser la question de ce que ferait un homme d'État rationnel pour sauver son pays et pour la grandeur de son pays et pour gouverner dans l'intérêt du peuple. Moi, c'est sûr que c'est pas la grille de lecture que j'ai quand j'essaie de savoir ce qu'Emmanuel Macron veut ou ne veut pas. C'est ce que beaucoup d'éditorialistes, par contre, ont comme grille de lecture, probablement parce que eux-mêmes sont convaincus que l'intérêt de la bourgeoisie prime, de toute façon. Et donc, ils vont pas, voilà, ils y ont cru. Ils y ont cru à Emmanuel Macron et ils continuent d'y croire pour certains d'entre eux. Ils sont en train de le lâcher, mais ils continuent de persister dans cette idée que Emmanuel Macron est quand même un génie de la politique, qui ne fait vraiment rien comme personne et qu'en fait si il y a un truc qu'il fait comme tout le monde, Emmanuel Macron, c'est qu'il s'accroche. C'est qu'il s'accroche. Voilà. Emmanuel Macron s'accroche. Donc Emmanuel Macron, contrairement à ce que beaucoup pensent et ce que beaucoup ont, alors je suis désolé, ça va être un live un peu perroquet parce que il y a des choses que je rabats en long, en large, en travers et je suis de plus en plus convaincu par ce que j'avance qu'il y aura une nouvelle dissolution. Voilà, Emmanuel Macron dit qu'il voudrait reconsulter les Français, etc. Faites le deuil de cette nouvelle dissolution. Il n'y aura pas de nouvelle dissolution. Il y a dans aucun monde, il n'y aura de nouvelle dissolution. Emmanuel Macron a voulu dissoudre pour ne rien faire comme tout le monde, à un moment où c'était le pire moment, pensant faire un coup de génie. Tu vois, c'est vraiment le gars qui a une paire de deux et qui au poker fait un tapis, quoi. Et il s'est fait baiser. Bon, c'était très attendu qu'il se fasse baiser, en tout cas qu'il n'ait pas la victoire escomptée. Bon, ça, moi, j'avoue que la dissolution, je le pensais pas assez fou pour ça. Mais bon, son degré de déconnexion est tel qu'il y a cru et s'en est bouffé les doigts. Il ne réessayera pas. Il ne réessayera pas de dissoudre. Ça me paraît absolument, en tout cas pas en l'état, ça me paraît absolument catastrophique de vouloir tenter ça. Il serait avec une majorité, parce que là, quand même, il n'y a pas 140 députés, je sais combien il y a de députés là actuellement, LREM, enfin Renaissance, Horizon, machin, je sais pas combien il y en a. C'est le plus petit bloc des trois, non? Quoique je suis même pas sûr. Peut-être le deuxième bloc, je ne sais même plus. En tout cas, il n'a pas le nombre de députés qu'il a s'il n'y a pas de Front républicain. Et le Front républicain, là, aujourd'hui, maintenant, pour qu'il existe, vu les gouvernements qu'on se tape avec des retaillots et quoi, et à tout prix, et ça passe des accords avec Marine Le Pen en permanence, avec les Le Cornu qui vont bouffer avec Le Pen quand Le Cornu pense devenir Premier ministre, et etc., etc. Non, il va pas. Déjà qu'il se retrouve avec François Bayrou, Premier ministre, parce que François Bayrou arrive à lui faire du chantage avec 30 députés. Dans aucun monde il dissout pour se retrouver avec moins d'argent, moins de temps de parole, moins de poids politique et encore plus à la merci de ses oppositions. Pas possible. Pour moi, ça, c'est pas possible. Vraiment, moi, c'est ce que je répète depuis un moment maintenant. Vous m'avez bien écouté le dire et vous venez me réécouter le dire. Emmanuel Macron, confirmé par Aurore Berger, Emmanuel Macron ne refera pas de dissolution.
tout son bail des 30 mois et tout machin, c'est bon, en gros, j'ai donné une chance aux gens, les gens ont mal voté, chez les gens, quoi. Voilà. Donc, à aucun moment, il y croit encore. Vraiment, il croit qu'il peut retourner au vote pour les législatives. Mais Emmanuel Macron, du coup, il est plus tout à fait maître de la partie. Et donc, moi, c'est ce que je vous disais. Je vais me le répéter de nouveau, mais qu'est-ce qu'Emmanuel Macron pouvait bien avoir en tête pour se dire il faut que je revienne au centre du jeu parce que je suis une personnalité toxique, narcissique, peut-être un peu maniaque. Qu'est-ce que je dois faire pour couper la tête de mes proches collaborateurs qui veulent me succéder et pour faire fermer leur gueule à tous les gens qui me critiquent, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour tous les baiser? C'est comme ça qu'il réfléchit, pour moi, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne réfléchit pas dans l'intérêt de la France. Emmanuel Macron ne réfléchit pas dans l'intérêt du bon fonctionnement des institutions pour les mettre à jour ou pour je ne sais pas quoi. Emmanuel Macron, il est obsédé par une chose, marquer l'histoire, qu'on retienne son nom, et le sien uniquement, que ce soit un précédent, qu'il y ait un avant, un après, et ça, hélas, il y en aura certainement un, et qu'il soit, quelque part, le général de Gaulle de cette décennie. On l'a bien vu, et ça, moi, je m'appuie là-dessus, c'est tout son délire il se pense, quand il a voulu, là, s'ériger en chef de guerre de l'Europe, face à Poutine. Ce qu'il est en train de nous préparer pour Trump, en disant, moi, Trump, je le connais, je peux discuter avec lui, blablabla, vous avez besoin de moi, l'Europe a besoin de moi, parce que c'est moi qui vais mener la fronde face à Trump, et c'est moi qui vais le raisonner. Un gars que tu peux pas raisonner, hein. Trump, c'est pas un mec, tu te dis, tu vas le raisonner, quoi. Voilà, il réfléchit comme ça. Donc moi, Emmanuel Macron, je me suis dit, il réfléchit comme un ex toxique. Ou comme cet oncle, cette tante, cette mère, ce père que vous avez dans votre famille, à qui vous ne parlez plus, et depuis que vous ne lui parlez plus, tout va mieux, parce que décidément, il ramène tout à lui, et décidément, à chaque fois, il nous pond des surprises, et à chaque fois, ces surprises sont de mauvaises surprises. Et quand ça se retourne contre cette personne essaye de te faire comprendre que en fait, soit elle avait tout prévu, soit rien n'est de sa faute, et c'est la faute des autres. Voilà. Moi, c'est comme ça qu'Emmanuel Macron fonctionne. Pour moi, c'est ce que je me dis, c'est comme ça. Emmanuel Macron est ce type de personne. Donc Emmanuel Macron, dans le catalogue de tout ce qu'il a encore dans sa manche, qu'est-ce qu'il peut bien sortir pour essayer de se remettre au centre du jeu, essayer à nouveau revendiquer des victoires qui ne sont pas tout à fait les siennes, essayer en fait de se remettre en situation de contrôle, ou en tout cas dans une situation où il a l'illusion d'avoir le contrôle. Eh bien, il a essayé beaucoup de choses. Il a essayé les constituants, pas les constituantes, les assemblées citoyennes, il a essayé les cahiers de doléances, il a essayé la dissolution, il n'a pas essayé le référendum. Donc, moi, ça fait 6 mois que je vous dis, vous allez voir Macron, il nous enlise dans une crise, et c'est lui qui va arriver avec la solution de la sortie de crise. Cette sortie de crise, ce sera pas Emmanuel Macron qui démissionne, ce à quoi s'attend la France Insoumise, ce vers quoi la France Insoumise a envie de le pousser. Comment est-ce qu'Emmanuel Macron va s'occuper pendant 30 mois, maintenant qu'il n'a plus tout à fait l'Assemblée, et qu'il n'arrive pas contrairement à ce qu'il avait cru, hein, et qu'il n'arrive pas à contenir le RN, ou en tout cas à négocier avec, ou à continuer un peu la même chose, l'air de rien, en dépit du résultat des élections. Bah, c'est simple. Il recrée une séquence médiatique et politique autour d'un enjeu référendaire. Alors, quel type de référendum ? Franchement, j'en ai aucune idée, et je pense que lui-même ne le sait pas. Je pense qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, ne sait pas quel référendum va proposer aux Français. Je ne sais même pas s'il va proposer un référendum, d'ailleurs. Moi, je pense que oui, mais ce sera peut-être pas en 2025. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron n'a aucune idée de ce qu'il va proposer aux Français. Je crois qu'il se décidera un peu au dernier moment, en se pensant très malin, sur quelque chose. Pour moi, l'enjeu, c'est même pas de savoir c'est quoi la question du référendum. C'est qu'est-ce qu'il cherche à obtenir avec le référendum. Et pour moi, ce qu'il va chercher à obtenir avec le référendum, c'est potentiellement diviser la gauche, potentiellement décrédibiliser l'extrême droite,
et potentiellement essayer d'avoir un engouement populaire. Merci Zero Daero pour le sub et merci Zwink pour le sub. Pour moi, c'est juste ça qu'il faut se poser comme question. Ça ouvre des horizons très très larges. Alors Emmanuel Macron, effectivement, il a eu au cours des années plusieurs déclarations disant qu'il voulait élargir le contexte du référendum, qu'il voulait redonner la parole aux citoyens, machin. Moi, je le veux même pas croire, je le crois même pas là-dessus sur le fond des intentions. Pour moi, la seule intention qu'il a, c'est se remettre au centre du jeu. Voilà. Avoir une victoire qu'il peut revendiquer. Donc, qu'est-ce que ça pose ? Ça peut poser, selon moi, la question de la proportionnelle. Voilà, parce qu'il faut faut que le gouvernement le suive. Donc la proportionnelle. Proposer la proportionnelle intégrale aux législatives, auquel cas peut-être tirer du sous derrière. Grande demande de l'extrême droite. 75% des Français sont favorables à la proportionnelle. La gauche, pendant longtemps, y a été favorable. Bon. Par exemple. Comme ça, mais on peut même aller jusqu'à la constituante. Une espèce de nouvelle assemblée citoyenne avec à la fin un référendum pour accepter ou non la nouvelle constitution. Merci Djiboula pour le 14e mois. Soit il essaye alors s'il fait la proportionnelle, il peut essayer de baiser du coup le RN là-dessus, parce que le RN le demande depuis longtemps. Soit, et donc du coup pas la proportionnelle que le RN défend, mais une autre. Soit, on s'en fout, il peut te proposer un truc sur l'immigration. Voilà, le RN demande depuis longtemps un référendum sur l'immigration. On va aller savoir ce que ça veut dire. On n'en sait pas, mais au moins, bah voilà, ça fera de quoi nous occuper. Ou encore autre chose, je n'en sais rien. Moi, vous savez quoi, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est quoi qu'il décide, ce sera dans l'objectif d'avoir son nom inscrit dans un livre d'histoire, qu'on puisse dire 20 ans plus tard, bah, vous vous souvenez quand Macron, il a quand même fait, voilà, comme on parle de 2005, on parlera peut-être de 2025. Merci Castor Garou pour les 5 subgifts. Et s'il peut rester, en plus, si ça peut lui permettre de rester, il reste. Voilà. Son obsession, c'est d'être connu comme un génie, marquer l'histoire, et d'être celui qui aura réussi potentiellement aussi, bon ça c'est un vœu pieux je pense, à protéger la France des extrêmes. Voilà. Moi c'est la seule, quand j'ai commencé à me demander ce que Macron pouvait faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, maintenant je me base plus que là-dessus, hein. C'est la seule donnée sur laquelle je me base. Hein. Et c'est honnêtement la seule valable. Et c'est la seule valable pour beaucoup d'hommes politiques. Beaucoup de femmes politiques. La question de leurs actions, de leur prise de décision découle pour beaucoup des intérêts qui sont tout à fait personnels avec cette question de comment je reste au centre du jeu. C'est le principal moteur de réflexion. On le sait, c'est le cas aussi à gauche, par exemple. À gauche, bon, il y a des moments où on n'hésite pas à faire sauter des têtes ou à empêcher certaines autres d'émerger parce que la tête actuellement en tête de la gauche a envie d'y rester et donc du coup ça sabre. C'est ce qu'Hollande avait fait lui-même en 2012. Donc et après 2012 une fois élu. Donc bon, c'est la seule donnée qu'il faut avoir. Donc moi j'attends de voir. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est aussi un beau parleur et c'est aussi quelqu'un qui fait des grandes annonces. Mais je pense qu'il a vraiment envie d'avoir une victoire populaire pour tous nous baiser, entre guillemets. Et là, ça peut nous mettre dans des situations compliquées, parce que si jamais il va sur le terrain du RN, ou alors s'il va sur le terrain de la gauche, admettons une loi sur l'euthanasie, mais non, j'en sais rien, pour la fin de vie, on va devoir se retrouver à faire campagne dans leur camp. Moi, je pense que c'est simple. Hein. Oui, si jamais c'est une loi qui apporte... Moi, honnêtement, hein, si c'est pour avoir la proportionnelle intégrale, ou si c'est pour
ou si c'est pour une loi sur l'euthanasie, comme référendum, je pense qu'il faut y aller. Hein. Moi, je pense qu'il faut voter oui. Il faut y aller. Hein, voilà. Mais ce sera pas la victoire d'Emmanuel Macron. Par contre, c'est sûr, on oubliera à ce moment-là à quel point ce mec est un désastre. Intégrale, c'est ce que veut le RN. Non. Le RN veut une proportionnelle avec prime majoritaire. Le RN ne veut pas du tout l'intégrale. Le RN ne veut pas la proportionnelle intégrale. Le RN veut la proportionnelle avec une prime majoritaire. Comme au municipal. Pourquoi je suis pour la proportionnelle ? Parce que je suis pour que le poids politique du vote des Français soit justement représenté à l'Assemblée nationale. Merci JB Faust pour le Prime, merci. Le RN, ils veulent que le premier groupe rafle la moitié des sièges. C'est ça la condition du RN. Le RN veut ce qu'ils appellent du coup la proportionnelle avec prime majoritaire, ce qui n'est pas du tout une proportionnelle, du coup. Ce qui est pas vraiment une proportionnelle. C'est-à-dire le premier gagne plus de sièges que le second, proportionnellement parlant, son poids politique. L'ancrage local d'un député, je trouve que c'est devenu une bonne blague. Ah oui, c'est clair. Ah bah par contre, on perdra le côté ancrage local du député, mais de toute façon, ils sont tous parachutés aujourd'hui à gauche, pour beaucoup, en tout cas pour beaucoup de leçons. Donc bon, foutu pour foutu. Hein. Ouais. Moi, je suis pour un régime, vous savez, moi je suis pour un régime parlementaire, donc la proportionnelle, ça va avec. Mais par contre, c'est une bombe. C'est une bombe, on peut considérer que c'est une bombe parce que euh, si on se retrouve avec une proportionnelle là, c'est sûr que ni la gauche ni l'extrême droite se retrouvent avec la majorité des sièges en 2027. Ce qui n'est pas un mal en soi, hein, au passage. C'est juste qu'on avancera moins vite, quoi. Mais bon, on avancera de manière plus légitime, je pense aussi. Ça après, bon, c'est à vous de voir, hein, mais exactement. Personne de majorité que la proportionnelle, c'est tout à fait l'idée. Donc on verra ce que nous prépare Emmanuel Macron pour 2025. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron, maintenant qu'il a rouvert Notre-Dame et maintenant que les JO c'est fini, il va pas rester dans son bureau à rien foutre. Hein. Il va vouloir faire des trucs. Et c'est bien sympa, il va vouloir peut-être gérer Trump vite fait ici et là, mais bon, c'est bon, Trump il est venu. Euh, on verra, à moins qu'il y ait des gros rebondissements sur la guerre en Ukraine, et qu'Emmanuel Macron décide de lever les armées et tous mobiliser, et nous envoyer faire la guerre à Poutine, tel qu'il a l'air un peu quand même de le rêver, hein, en mode je suis Churchill, ou Eisenhower, ou je ne sais pas qui. Euh, bon. Tu crois vraiment à l'électoralisme du coup ? Non. Enfin, je crois pas particulièrement à l'électoralisme, mais euh, ça fait partie des outils. Ça fait partie des outils malgré tout. Moi, je suis pour qu'on prenne, qu'on soit partout, y compris à l'Assemblée. Donc, Emmanuel Macron, référendum, il y a tous les éditorialistes qui sont en train de tomber de leur chaise parce qu'ils l'avaient pas vu venir. Ils connaissent le bonhomme leur a jamais dit. C'est pas dans les confidences, mais en fait maintenant ils sont tous dans ils sont tous dans leurs meilleures analyses de quel référendum ou quoi, quand, avec cette idée de c'est un acteur rationnel. Il pense à l'avenir politique, c'est un génie de la politique. Ça j'ai entendu ça en demi-mot, à C'est à vous ou sur BFM. Non, c'est pas un génie de la politique du tout. C'est un gars, c'est le pur produit du système en fait, hélas.
Et le système produit des éléments qui veulent à tout prix rester et perpétuer ce système. Voilà, si je veux parler un peu avec des mots un peu... Mais c'est un peu l'idée malgré tout. Emmanuel Macron n'existe pas autant dans un régime qui n'est pas à ce point présidentiel et à ce point incarné. Et en même temps, et qui a autant de pouvoir. Les 15 heures obligatoires pour les gens du RSA, ah bah non, mais bah c'est évidemment que je suis contre. Le RSA, il devrait être automatique et sans condition. Donc, c'est un scandale. Moi, je suis pour que les aides sociales ne devraient pas être conditionnées. Enfin, je veux dire, les riches qui défiscalisent, c'est pas conditionné à des travaux d'intérêt généraux. Pourtant, c'est l'État leur rembourse ou leur déduit une partie de leurs impôts. Hein? Ils font pas faire 15 heures de jardinage pour la commune en échange de leurs avantages fiscaux, qui s'élèvent souvent quand même à plus de 500 balles, ramenés à plus de 500 balles par mois quand même, ce qui est à peu près le RSA, entre 5 et 600 balles le RSA par mois. Donc moi, je suis toujours scandalisé de toute façon. Je suis toujours scandalisé. Le RSA, de toute façon, c'est quand même pas la panacée. On vit pas avec un RSA, vraiment. Et moi, je ne vois même pas comment c'est applicable. Je veux dire, dans des zones rurales où vous avez parfois des personnes en mobilité réduite qui n'ont pas de véhicule, comment est-ce que vous voulez forcer les gens au RSA à aller bosser où que ce soit 15 heures par semaine? Si les gens n'ont pas de véhicule, n'ont pas les capacités physiques de le faire, ont une famille à gérer, etc. C'est évidemment quelque chose d'absolument désastreux. Et dans les profils de gens qui peuvent être au RSA, il y a quand même beaucoup de gens qui font beaucoup pour la collectivité déjà, ou alors qui aident leur famille, qui sont des aidants, par exemple. Bon. Donc, à mon avis, c'est inapplicable en l'état. Ou quasiment. C'est comme, je vais vous dire, hein, moi, là, ma femme, elle a encore 5 mois de chômage à tirer. Vous savez, on vous sucre le chômage, mais vous refusez X nombre d'offres d'emploi. Vous savez combien d'offres d'emploi elle a eu depuis qu'elle est au chômage en un an et demi? Zéro. Vous savez combien de réponses elle a eu à tout le truc qu'elle a candidaté? Zéro. Bon. Travailler pour mériter les aides, on a déjà essayé. Non mais c'est débile, mais c'est des trucs de culpabilisant, on n'en a pas envie d'être des assistés. Le problème, et je vais vous dire, hein, c'est un discours qui est super encore aujourd'hui, parce que là on est entre gens de gauche, déconstruits, un peu jeunes et tout. Mais il y a plein de gens de gauche qui sont à fond dans cette logique encore. Hein. La gauche un peu du travail, là, la travail ça nous rend fiers. Un peu la gauche Ruffin, quand même. Voilà, vous savez que j'aime bien François Ruffin et que je pense que François Ruffin a une carte à jouer et je pense que François Ruffin peut être quelqu'un qui peut faire gagner la gauche. Pour autant, moi je trouve que c'est par exemple le principal point noir de François Ruffin, son rapport au travail et son rapport à, à l'assistanat qui lui est toujours quelque chose de subi. Dans son logiciel, c'est quelque chose de subi l'assistanat, c'est quelque chose de péjoratif et c'est horrible pour ces gens. C'est comme c'est le capital qui force à ces gens à des assistés et c'est horrible que ce soit le capital. Hein. C'est un peu comme ça qu'il le fait. Mais l'idée même dans le logiciel de cette gauche travailliste qu'on puisse ne pas vouloir travailler, c'est-à-dire ne pas vouloir être dans le salariat hein, plus précisément, parce qu'on a des trucs à faire, parce qu'on s'occupe de sa famille, parce qu'on s'occupe de ses parents, parce qu'on s'occupe de ses enfants, ou parce que même on est investi dans une association, dans un projet créatif quel qu'il soit. C'est-à-dire on ne fait pas rien au quotidien et encore, moi qu'on ne fasse rien, ça ne me déplaît pas. Il y a des gens qui veulent rien foutre, qu'ils ne foutent rien. Je pense que la société peut se le permettre. Ça reste toujours des gens qui consomment et dans un système capitalistique, c'est un peu l'essentiel. Donc bon. Ça par exemple, cette gauche travailliste, elle déteste ça. Et ça, moi, quand je parle avec des gens qui sont de gauche, hein, un peu ouvrières, des prolos de plus de 50 ans, on va dire, même des fois de plus de 40 ans, mais c'est pas qu'une question d'âge. Hein. J'ai eu ces discussions à Noël avec des gens qui avaient mon âge. Ça les fait péter, ça leur fait péter une durite. Ça leur fait péter une durite. Moi, j'ai eu il y a quelqu'un là de ma famille par alliance, qui avait ce discours. Que j'ai vu pendant cette période-là, pendant ces 2 dernières semaines, qui en gros m'a fait comprendre que
les assistés, les gens qui travaillent pas, c'est des parasites, quoi. Puis quand tu cherches, tu trouves. Et quand on lui a parlé nos galères, il nous a dit il faut faire ci, il faut faire ça, et donner des grandes leçons sur comment faire. Comment faire pour gérer mieux ta vie et trouver du travail dans un monde qui n'en propose pas à tout le monde et pas toujours. Euh, avec un peu ce manque de compassion aussi à l'égard des gens qui aimeraient gagner. Enfin, faut pas croire, hein, les gens, ils ont envie de gagner bien leur vie. Hein. Les gens, ils ont envie de se mettre bien. Hein. Mais bon, il y a un rapport aussi qu'ils font entre c'est quoi qui me rend heureux et de combien j'ai besoin pour vivre. Voilà. Après, attention, parce que si je peux me permettre, là, parce que là je parle de Ruffin et vous parlez de Roussel, qui sont spécifiquement sur ce créneau-là et qui vocalisent, c'est-à-dire que Ruffin, il écrit des bouquins sur le travail et tout. La France insoumise, tendanciellement au global, n'a pas un discours qui est fondamentalement différent sur la question du travail. La France insoumise, la direction en tout cas, elle est très hostile à tout ce qui va être les revenus de base, les trucs de solidarité, machin, parce que malgré tout, ils sont aussi quand même dans cette logique de il faut un travail pour tout le monde, il faut un emploi pour tout le monde. Parce que le travail, ça rend digne, ça rend fier aussi, ça occupe, ça te donne une place dans la société. Et même si jamais tu ne gagnes pas, il faut au moins que tu payes ne serait-ce qu'1 euro d'impôt, même si c'est 1 euro symbolique, pour montrer que tu contribues à la société, parce que c'est super important d'être intégré, de faire rentrer de l'argent et d'en refaire sortir. C'est quand même, ça c'est très intégré dans le logiciel de la France insoumise aussi, malgré tout, même si c'est un sujet qui est en fait beaucoup plus en retrait, parce que c'est pas un sujet qui est dans les discours. Mélenchon va pas aborder cette question de manière tout à fait frontale, par exemple. Moi, vous savez, ma position là-dessus, hein, c'est je m'en fous que les gens y travaillent ou pas. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que je m'indigne pas. C'est horrible dans le système tel qu'il est foutu de foutre des gens sur le carreau. C'est sûr. On va supprimer X emplois à tel endroit. Ces gens-là, comment ils vont faire pour leur famille? Mais en fait, il y a plein d'emplois. Moi, je suis content qu'ils disparaissent. J'y pensais en prenant l'autoroute, en revenant. Je trouve que on a gagné, la société a gagné à s'informatiser et à faire en sorte qu'on n'ait plus des gens qui se fassent chier tous les jours dans un box de 1 mètre par 1 mètre, même pas 1 mètre par 1 mètre, au milieu des péages d'autoroute pour faire raquer les gens par carte bancaire. Maintenant, on peut payer sans contact. C'est quand même une évolution de la société. Je suis content que ça pue un boulot en vrai. Ça ou les gens qui te font payer l'essence. Ça, par exemple, moi, je ne pleure pas sur le fait que des emplois disparaissent dans ce genre de secteur et que ce sont des emplois non qualifiés. Et pourtant, ce sont des emplois non qualifiés, ce sont des emplois dont beaucoup de prolos occupaient et qui sont voués à se raréfier. Mais en fait, au bout d'un moment, si on produit assez de richesses pour de toute façon faire vivre tout le monde, les gens qui n'ont qui n'ont pas de qualification et qui n'occupent pas d'emploi, ces gens-là devraient avoir de quoi vivre sans qu'on leur demande quelques contreparties que ce soit. Parce que ces gens-là sont pas inactifs dans la vie. Comme je vous dis, souvent, ils s'occupent de leurs enfants. C'est quand même eux, pour beaucoup les prolos, ce sont quand même ceux qui font le plus d'enfants. C'est eux qui forment les ouvriers de demain malgré tout, hein, au quotidien. C'est eux qui leur apprennent beaucoup de choses de la vie, hein, vraiment à la dure un peu, mais bon. Parce que sans vouloir faire dans le romantisme de la souffrance quand on a grandi, mais je trouve que les bourgeois sont pas très des merdes. Hein. Les enfants de bourgeois, ils sont pas très des merdes. Hein. En disant oui, mais moi, je suis pas très bricoleur. Oui, mais moi, je sais pas trop faire ça. Oui, mais moi, machin. Souvent les prolos, ils ont pas trop le choix, donc ils se démerdent. Ils savent toujours se démerder, voilà. Donc c'est des gens, souvent, ils sont dans des assos, ceux qui gèrent les clubs de foot, ceux qui font ceci, ceux qui font cela. Moi, je suis pour que ces gens-là, ils bossent pas. Et je suis pour que ces gens-là, ils soient aidés par l'État. Donc, moi, je m'en fous de ça. Moi, je m'en fous alors, pour revenir au sujet, moi, je m'en fous qu'il y ait des gens qui vivent des aides sociales. Si pour certaines personnes, ça a plus de sens de faire ce qui, quand même, pour moi, est un sacrifice, hein, je vois comme un sacrifice. C'est-à-dire de vivre avec 600 balles, et ça devrait être plus, hein. On va être au moins à 1000 balles. Hein.
de vivre, admettons, avec 1000 balles par mois d'aide de l'État, enfin d'indemnisation en fait de l'État, pour gérer des choses qui relèvent du collectif, que ce soit de l'ordre privé, genre de la famille ou de l'associatif ou j'en sais rien, organiser les kermesses, les repas de famille, ou que sais-je encore, mais allez-y, grand bien face. Moi, ça me va très bien comme société. Tu finances comment cette approche malheureusement? Oh, tu sais, je pense qu'on n'a pas problème d'argent en France. Le pays, en France, n'a pas de problème d'argent. On n'a jamais autant produit de richesse. Je pense qu'on a de quoi donner aux inactifs, de quoi vivre. Le pays n'a jamais été aussi riche et l'argent n'a jamais été aussi mal réparti. En tout cas, au moins depuis les années 1910-1920, quoi. Voilà. Donc, et puis surtout, faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Et les gens qui sont dans une période d'inactivité, ils restent pas inactifs pendant 40 ans. Ils redeviennent actifs à un moment aussi. Actifs, hein, c'est-à-dire ils reprennent un travail salarié, ou ils ouvrent une entreprise, ou j'en sais rien. Et puis oui, comme vous le dites, vous savez par exemple combien ça coûte j'en parlais avec des potes là, qui viennent d'avoir un gamin. Leur gamin, il a 1 mois. Bah, la meuf, elle faisait le calcul de est-ce que c'était vraiment rentable de continuer de bosser parce que mettre son gamin en comment dire chez l'assistante maternelle, c'est 800 euros par mois. Bon bah admettons t'as 24 heures, tu gagnes 800 euros par mois. Voilà. Est-ce que tu quitterais pas ton emploi pour t'occuper de ton enfant? Je veux dire dans la situation où ton mari gagne un peu d'argent et que du coup t'es pas aidé quoi. Sur le côté ne reste pas inactif, t'es d'élu, je pense, sans parler du fond. Et même s'il reste inactif pendant 40 ans, je m'en fous. Franchement. Savoir que ici, moi j'habite à la campagne, et donc il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de garde partagée. Il n'y a pas de crèche. Ou alors faut faire une demi-heure de route. Et puis c'est saturé. Blablabla, blablabla, etc., etc. Une femme qui garde l'enfant d'un autre, elle a un travail. Une femme qui garde son enfant, elle est au chômage. Elle est même pas au chômage, elle est inactive. Souvent, elle est même pas au chômage. Souvent, elle est inactive. Aux yeux de l'État. Donc ça fait partie des genres de trucs où je me dis, bon. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça, puisqu'en fait, je suis désolé, je vais vous faire pour le coup du Jean-Luc Mélenchon de 2017, mais le pauvre, vous lui filez 500 balles de plus, il ne faut pas sur un compte bancaire à faire dormir. Hein. Il s'achète un lave-vaisselle, il s'achète une voiture, il va au cinéma, il va bouffer au restaurant. Là, j'ai vu un reportage récemment là sur Noël. Il y a plein d'artisans qui sont en train de se demander si on peut foutre la clé sous la porte, hein, ou de petits commerçants, parce qu'en fait, ils ont eu des chiffres d'affaires jusqu'à moins 70% pendant la période de Noël. Ces gens ont plus de thunes, donc les gens achètent plus de cadeaux de Noël. Ou pas du tout les mêmes. Donc bon. Ouais. Perpignan, très grosse partie de la population RSA, garantit que tu les remettras jamais au travail, mais c'est un endroit particulier. Bah franchement, s'ils préfèrent vivre avec 500 balles plutôt que bosser, c'est que le travail doit vraiment être nul à chier, quoi. Alors, il paraît que ça crée de l'inflation, hein, ça, mais bon. Moi, je suis pour, hein. Moi, je suis pour, vous savez, mais bah, dans un monde qui est capitalistique, moi, j'assume tout, hein. Moi, que les pauvres, ils veulent s'acheter des télés avec les primes de Noël, les primes de machin, les primes de je sais pas quoi. On bat les couilles, hein. Pour moi, les aides qui sont versées aux gens qui ont les besoins, elles devraient pas être conditionnées à ce que toute la société puisse juger de est-ce que cet argent il est bien dépensé, est-ce qu'il est bien mérité, est-ce que ceci, est-ce que cela. Parce que pour moi, cet argent-là, il sera toujours plus mérité que celui d'un rentier à qui on va jamais rien demander, mais quand les lois Pinel machin, les dispositifs trucs, telle loi de défiscalisation, tel truc, tel dispositif d'investissement, etc., etc., etc.
Donc pour moi, vous savez, hein, moi c'est ces gens-là que moi je pense qu'il faudrait fliquer hein, sur comment ils dépensent leur argent. Mais bon, bien sûr que c'est une fake news, mais c'est pour vous dire. Moi je m'en fous, c'est pas censé être un problème ça. Franchement, le fait que quand t'as 50 euros de plus par mois et que tu décides de te faire plaisir, que tu sentes le besoin de t'expliquer et que tu te taises et que tu mentes parce que t'as peur d'être jugé de ta famille, parce que l'intégralité des gens autour de toi décident de comment toi tu aurais dû dépenser ces 50 euros, mais enfin, niquez vos mères quoi, faut au bout d'un moment. Ouais, ou alors les héritages. Putain, les héritages. Hein. Donc bon, moi je suis peut-être un peu libéral là-dessus, pour le coup. Ouais. Si je suis très content de contribuer aux aides sociales, y compris pour que ça finance l'assistanat. J'en ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec ça, puisque vous savez, sur 1 euro de cotisation qui m'est pris ou 1 euro d'impôt qui m'est pris, plus de la moitié vont à l'aide aux entreprises. Et les entreprises qui sont le plus aidées, pour avoir une entreprise, je peux vous en parler, ce ne sont pas celles qui ont le plus besoin. Ce sont les plus gros groupes. Voilà. Donc moi, si sur la moitié de mes impôts, il y en a déjà, je sais pas combien qui vont à aider Total, aider Leclerc ou aider Chanel, j'en sais rien, je ne sais pas quel groupe de France. Franchement, qui est qui est je sais pas combien de décimales après 7 euros qui aide un pauvre qui décide de pas bosser. Franchement, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, c'est quand même plus de la moitié des aides, la moitié du budget des aides ou des dispositifs d'aide, c'est aux entreprises que ça va. Et c'est pas aux entreprises qu'on a besoin. Hein. Vraiment. Hein. Avec vraiment des méthodes pour bénéficier de ces aides qui sont délirantes. Donc bon. Et moi, je pense qu'on a besoin d'inactifs. On a besoin de gens inactifs sur le plan du... Enfin, on a besoin de gens en dehors plutôt... Pardon. On a besoin de gens en dehors du circuit classique, salariat, ou enfin en tout cas entreprise, quoi. Des gens en dehors de l'entreprise plus généralement. On a besoin de gens qui assurent des missions de service public au nom de la collectivité. Et ces gens-là, souvent, ils le font parce que ça leur fait plaisir. Euh, et ça coûte toujours moins cher que de faire appel à des prestataires privés d'ailleurs au passage. Hein. Enfin c'est terrible, hein, mais bon. Un élu, vous savez mon père par exemple, il est chargé de l'embellissement du village. Bah voilà, un élu qui s'occupe ou un gars de la commune qui s'occupe de faire les bacs à fleurs, ça coûte toujours moins cher que de prendre comme prestataire machin horticulture pour faire les bacs à fleurs quoi. C'est quoi ta stat exacte? Alors, j'étais tombé sur un graphique, il faudrait regarder, mais si vous tapez aide aux entreprises, vous savez qu'on a dépassé il y a plus d'aide aux entreprises que d'aide aux particuliers aujourd'hui, que d'aide aux ménages. Et c'est plus Macron, ça, je crois. Alors, on parle des aides publiques, en l'occurrence. Sinon, il y a sur Alternative économique, il y a aussi les prélèvements aux entreprises. Parce que la fiscalité des entreprises, on en a déjà beaucoup parlé ici, c'est délirant. Bah attendez, je vous mets l'article sur Discord. L'article d'Alternative économique sur le coût exorbitant des aides aux entreprises. Voilà. Et ça a explosé à partir de 2013, j'imagine CICE. C'est aujourd'hui ça doit être quoi, 7% du PIB qui sont juste, qui sont dédiés qui sont de l'aide aux entreprises. Équivalent 7% du PIB. Je le mets dans temps de répondre. Hop, je vous mets l'article.
On va pas le lire ici, mais